Donc, je suis Pierre-Antoine Pioche, je suis médecin anesthésiste réanimateur, mais je travaille au sein d'une réanimation plutôt à valence médicale, qui est dans un hôpital périphérique à 1 heure d'ici environ à Moulins. Pour vous donner une idée, on a 12 lits de réanimation, c'est plutôt une réanimation classique. Et je vais vous parler de nos problèmes de coagulation, surtout dans le monitorage, et d'anticoagulation dans notre réanimation, ou en tout cas dans les réanimations qui ressemblent à la nôtre. Globalement, si ça fonctionne, je n'ai pas de lien d'intérêt bien sûr avec cette publication, encore moins financier. Donc vous le savez, les objectifs de monitorer la coagulation que j'ai définis en rose dans toute la suite du topo et l'anticoagulation en vert, ils sont simples, on les a vus 1000 fois. L'évaluation du risque hémorragique du patient, la prévention des complications thrombotiques, ça paraît évident, et l'optimisation des interventions chirurgicales que Vedat vient de nous proposer. Les objectifs de monitorer l'anticoagulation, ils se précisent un peu en réanimation, puisque c'est bien sûr la surveillance de l'efficacité de nos traitements, la surveillance aussi de la sécurité des thérapeutiques qu'on a utilisées, et on a nos systèmes de gestion des suppléances, notamment l'épuration extra-rénale, mais aussi parfois les suppléances cardiaques ou cardiopulmonaires extracorporelles, qu'il faudra monitorer dans l'anticoagulation, au moins sur les premières heures dans nos hôpitaux périphériques. Ensuite, on a des patients qui changent constamment de physiologie au cours de leur sepsis, au cours de leur trauma, de leur admission même médicale. Et donc nous, il faut qu'on monitore ces variations de physiologie parce que fatalement, ça va induire des modifications de notre anticoagulation, de notre état de coagulabilité du patient. En gros, comment on monitore la coagulation en réanimation ? Comme partout, même si je vais faire hurler les hémostasiens qui sont là avec mon schéma simpliste des cascades de coagulation, vous voyez à gauche l'activation de la voie intrinsèque de la coagulation, à droite l'activation de la voie extrinsèque de la coagulation. Et vous le savez, ce qu'on utilise tous, c'est la surveillance clinique, même si on la perd un peu peut-être, avec les ecchymoses, les saignements, les thromboses, et peut-être que finalement la clé de la surveillance, elle est là. Mais sinon, les tests de base qui sont faits quotidiennement, c'est le TP qui permet l'exploration de la voie extrinsèque, donc le facteur tissulaire qui active uniquement cette voie extrinsèque unique, puis la voie commune 10, 5, 2, 1 et l'activation ensuite de la fibrine. On a le TCA pour la voie intrinsèque. Parfois, on utilise le temps de thrombine pour ce passage entre le fibrinogène et la fibrine, mais qui est moins utilisé en pratique clinique, on va le revoir juste après. Ensuite, on a les tests spécifiques, les dosages un peu pondéraux de fibrinogène, de dédimère, de monomère de fibrine, la discussion a eu lieu, des facteurs de la coagulation indépendamment, éventuellement du facteur de von Willebrand. Et ensuite, on a les tests avancés qui ont été évoqués par Thibaut, par Vedat, la thromboélastographie ou la thromboélastométrie rotative, le ROTEM, qui sont, je ne sais pas dans vos hôpitaux, mais dans le mien, pas disponibles et dont on va discuter ensemble. Et éventuellement les tests de fonction plaquettaire, mais on sort de l'hémostase secondaire. Donc le TP, vous le savez, il évalue la voie extrinsèque de la coagulation, tout le monde le connaît, tout le monde l'utilise. Ses intérêts principaux, c'est que quand on le maintient avec le TCA, on arrive à explorer quasiment l'ensemble de la cascade de la coagulation, donc c'est pour ça qu'il est utilisé. Qu'on peut estimer la fonction hépatique d'un patient ou en tout cas dépister les problèmes de fonction hépatique par le TP et aussi on peut surveiller les patients sous AVK grâce à ce dosage-là. Ses limites, c'est qu'il est sensible à plein de facteurs diététiques, plein de facteurs médicamenteux, pas que les AVK, qu'il a une spécificité limitée puisqu'il explore qu'une des deux voies de la coagulation et qui ne permet pas d'analyser l'hypercoagulabilité et donc ça pose un problème de notre surveillance. On analyse un peu l'hémorragie, on n'analyse pas la thrombose. Le TCA, quant à lui, il a des intérêts qui sont d'évaluer la présence d'antiphospholipides s'il est allongé, de dépister quelques hémophilies A, B, peu importe, puisqu'elles vont allonger le TCA, et de surveiller les patients sous HNF, ça, on le fait tous. Les limites de ce dosage-là, c'est qu'il est hyper variable. Il est hyper variable pour un patient, mais il est surtout hyper variable pour un laboratoire par rapport à un autre laboratoire. Les témoins sont utilisés pour essayer de limiter ces facteurs de variabilité, mais ils existent de manière encore plus importante que pour le TP. Et il est influencé par les facteurs externes, comme l'LTP, mais peut-être encore plus, notamment les manipulations au laboratoire, mais les états hyperinflammatoires ou les réactifs utilisés. On peut avoir cette discussion, mais rapide, et les hémostasiens préciseront le propos, entre le TCA et le TCK, qui pose peut-être encore problème dans certains hôpitaux. Globalement, le TCA propose une exploration de la voie intrinsèque de manière large. Le TCK, quand il est disponible, parce que c'est plus une question de relation entre le laboratoire et les industriels qu'autre chose pour avoir le TCK dans un hôpital,
Le TCK, lui, il est un peu plus spécifique du facteur 12 et donc de cette partie intrinsèque de la coagulation. Donc on peut être amené à trouver un TCA allongé chez un patient. Le laboratoire nous propose le dosage du TCK qui lui est normal et on conclut donc que finalement la partie intrinsèque de la coagulation est normale, alors que si les deux sont allongés, il faut aller plus loin dans nos explorations puisqu'il y a un défaut de la voie intrinsèque de coagulation. Notamment en anesthésie, souvent le schéma c'est TCA, puis TCK, puis si les deux sont allongés, on va explorer vraiment ce qui se passe dans la voie intrinsèque. Le temps de thrombine, alors il mesure le temps nécessaire pour que le fibrinogène se transforme en fibrine. Il a un intérêt, c'est qu'il évalue les anomalies de fibrinogène, et ce n'est pas si évident que ça, puisqu'elles sont quantitatives dans le dosage spécifique, mais il évalue aussi les anomalies qualitatives de l'état de fibrinogène. Il monitore les anti-2A, donc principalement dabigatran, mais aussi on va parler un peu de l'argatroban plus tard, et il permet la détection des produits de dégradation de la fibrine en cas de CIVD. Le temps de thrombine, le problème, c'est qu'il l'évalue que sur la fin de la cascade de coagulation, absolument pas sur les deux autres voies, et qu'il est peu utilisé en pratique. Je ne sais même pas si certains d'entre vous l'utilisent vraiment. Ensuite, on a des techniques de viscoélastométrie qui sont utilisées. Alors chez nous, en hôpital périphérique, ça n'existe pas en Auvergne. J'imagine que certains hôpitaux périphériques représentés ici ont ces techniques de viscoélastométrie. Mais globalement, on met un prélèvement de sang en contact avec une spatule et on va mesurer la formation du caillot. Avec un temps où il ne se passe rien, c'est l'initiation de la coagulation, le temps avant que la coagulation ne commence. Puis il y a un temps où il y a la formation du caillot qui se fait. Puis on arrive à une espèce d'élasticité ou de fermeté maximale du caillot qui va être évaluée par la machine, qui s'appelle la MCF. On va mesurer l'angle alpha qui correspond à une rapidité de formation d'un caillot, et donc ça donne la rapidité de la formation de la fibrine. Et puis ensuite, on va analyser la fibrinolyse du caillot avec la fermeté qui va diminuer jusqu'à revenir à un état fibrinolysé. En fait, cette technique, elle permet donc de mesurer l'initiation du caillot, la propagation du caillot et la fibrinolyse. Si on la couple à la rotation et si on la couple aux différents réactifs utilisés dans le Rotem, on peut même arriver à voir ce qui se passe quand le patient est sous héparine et enlever le facteur confondant de l'héparine. On peut arriver à voir uniquement la voie intrinsèque, uniquement la voie extrinsèque, mesurer l'activité du fibrinogène, etc. Le gros avantage de ce test-là par rapport à ce qui se passe chez nous dans nos hôpitaux périphériques, c'est qu'en 10 minutes, on a les premiers résultats sur la formation du caillot et donc sur éventuellement la première gestion d'un patient qui sera en train de saigner. Et que la fin de tous les résultats, c'est peut-être 1 heure, mais qu'en moyenne, à 30 minutes, on a toutes les réponses qu'on attend en tant que réanimateur chez un patient qui présente un saignement. Dans les études, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que quand même à J28, il y a une augmentation de la survie par rapport au monitorage classique dans le saignement. Ça montre qu'il y a moins de transfusion de plasma et ça montre qu'il y a moins de transfusion de plaquettes. Pour autant, est-ce qu'il faut ce genre de dispositif dans nos hôpitaux périphériques? Alors, moi j'ai mon idée, je nous laisserai débattre à la fin si vous voulez sur oui ou non. Globalement, les intérêts, c'est que ça évalue globalement la coagulation, que ça aide à la décision clinique en temps réel et que ça guide la transfusion. Ça, il n'y a pas de doute, ça le fait probablement mieux que le monitorage classique. Par contre, donc ça évalue pas du tout les maladies de Willebrand, pas du tout les dysfonctions plaquettaires. Ça détecte très mal les patients sous AOD déjà ou sous AVK. Sous héparine, par contre, on peut le faire. L'investissement initial pour l'hôpital, il est important, mais c'est surtout sur les réactifs, sur la formation du personnel, sur l'entretien de la machine. Mais je laisserai Vedat peut-être en discuter à la fin. Les expertises locales, bien sûr, dans nos hôpitaux périphériques, elles sont souvent insuffisantes pour déjà ce qu'on doit faire en réanimation. Donc, rajouter une machine qui est peut-être sous-utilisée parce que l'hémorragie en hôpital périphérique, elle est de moins en moins représentée. Est-ce qu'on a le volume de patients nécessaire pour avoir un intérêt financier? Peut-être pas. Avoir un intérêt même pour le patient si on n'est pas habitué à la technique, peut-être pas non plus. Ensuite, comment on monitore l'anticoagulation en réanimation? J'ai axé la plus grande partie de ce topo sur l'héparine non fractionnée, qui est la molécule la plus facile à utiliser en réanimation. Donc les héparines non fractionnées, vous savez qu'on les administre soit de manière continue, soit de manière discontinue avec la calciparine, et qu'elles lient l'antithrombine 3 pour empêcher la cascade de coagulation. Elles activent l'antithrombine 3. Vous savez que les cibles, à peu près, c'est issu des données des médicaments. Hein. C'est quelque chose qui peut varier en fonction des indications, bien sûr. Mais en préventif, on est à peu près à 4 unités kilo/heure.
En curatif, après un bolus de 50 à 80 UI par kilo selon les recommandations et selon les pathologies, on tient à peu près entre 18 et 20 unités par kilo par heure en réanimation pour un objectif curatif. Le premier contrôle, il est recommandé à H+6, donc H+6, pas entre 4 et 6 heures, le premier. Par contre, les suivants sont recommandés entre 4 et 6 heures. Et si vous préférez vous coucher à minuit qu'à 2 heures du matin, vous pouvez envisager de le faire à la 4e heure. Le TCA, vous le savez, en fonction des indications, il est différent, mais globalement, on est à entre 1,5 et 2,5 fois le témoin. Et il est préférable en réanimation d'utiliser l'anti-DISA spécifique des HNF avec une cible entre 0,2 et 0,6 pour un traitement curatif. L'intérêt de l'anti-DISA, c'est que c'est moins influencé par les facteurs qui interfèrent le TCA qu'on a évoqués auparavant, à savoir l'activation macrophagique, la présence d'un anticoagulant lupique, d'anomalies de fibrinogènes, etc. Et donc, il sera plus utilisé en réanimation. Et d'ailleurs, je pense que la plupart d'entre nous n'utilisons que l'anti-DISA. Les héparines non fractionnées, j'ai demandé à mes collègues de réanimation pour essayer d'avoir un cas pratique. Qu'est-ce qui nous pose problème ? Le problème principal qu'on a, c'est que notre anti-DISA, il ne monte pas chez certains patients, malgré des doses croissantes d'héparine. Et ça, on y est tous confrontés très régulièrement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Nous, fatalement, on faisait dans l'habitude, dans la pratique courante, on dose l'antithrombine 3, on la supplémente si elle est trop faible, mais c'était à peu près tout le schéma qu'on proposait. En fait, il y a un schéma qui est très codifié, que je vous rappelle là. Donc, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas eu d'erreur dans le prélèvement entre un dosage d'anti-DISA spécifique d'HNF ou d'HBPM. C'est la première étape qui est proposée dans ce schéma-là où l'anti-DISA ne monte pas malgré l'héparine. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas un problème majeur entre les protéines, donc des hypoalbuminémies très sévères ou au contraire des hyperprotidémies très sévères dans les pathologies hématologiques, etc. ou des activations macrophagiques importantes qui en fait vont augmenter les facteurs de liaison de l'héparine et donc diminuer l'activité anti-DISA du patient. Il faut vérifier qu'on n'a pas des médicaments qu'on pourrait arrêter et qui altèrent l'efficacité de l'héparine jusqu'à son dosage d'anti-DISA, à savoir les AINS, la digoxine et les corticoïdes. Ensuite seulement, on envisage est-ce qu'il y a un déficit en antithrombine 3 chez notre patient. Donc nous, on avait sauté, moi en tout cas, j'aurais sauté les 3 premières étapes. 5, on envisage l'existence d'une TIH. Et ça, c'est vraiment un point hyper critique. Quand notre patient ne répond pas à l'héparine et que l'anti-DISA ne monte pas, il faut envisager l'existence d'anticorps anti-héparine, d'anti-PF4, etc. Enfin, il faut considérer si ça n'augmente pas malgré l'augmentation de l'héparine, de changer de classe d'anticoagulant. Et là, c'est vrai que souvent en réanimation, dans la phase moins aiguë, on n'a plus de gestes invasifs à proposer, ou peu, et que les AOD peuvent nous aider dans cette indication, puisque en fin de réanimation, les AOD vont permettre de s'affranchir de ces problèmes d'héparine montée à outrance, sans augmentation de la coagulabilité du patient. Ensuite, le deuxième problème qu'on a avec l'héparine, ou en tout cas les questions qu'on se pose avec l'héparine, c'est la question des circuits extracorporels, et dans nos hôpitaux périphériques, plutôt de l'épuration extra-rénale. Un peu de la phase très initiale de l'ECMO ou de l'ECLS. Il y a des questions qui se posent. Maintenant, beaucoup de nos hôpitaux ont fait le choix d'anticoaguler les patients de manière régionale au citrate, et ce n'est pas le sujet de notre topo, mais on garde quand même pour certains patients une épuration générale, une anticoagulation générale aux héparines non fractionnées. Dans cette indication-là, ce qui est recommandé, c'est de faire un bolus de 20 unités kilo au moment du branchement, puis de maintenir à 10 unités kilo/heure. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans du préventif, on n'est pas dans du curatif non plus si le patient n'a pas en lui-même une indication d'anticoagulation curative. Il y a une question sur la ligne de branchement qui est souvent posée par les infirmiers. Est-ce que je branche mon héparine sur la ligne artérielle ou est-ce que je le branche directement sur le patient ? Il n'y a pas de données dans la littérature qui favorisent l'un ou l'autre des branchements, mais il semblerait que sur la ligne artérielle, c'est plus cohérent sur le fait que l'héparine arrive directement dans le filtre et que donc fatalement elle est au maximum de sa concentration au moment du filtre. Et il y a même une étude qui suggère qu'il y aurait moins de saignement si on branche l'héparine sur la ligne artérielle que si on branche directement sur le patient. En pratique, chacun fait comme il veut puisqu'il n'y a rien de prouvé là-dedans. La surveillance anti-DISA, elle est recommandée chez nos patients qui sont dialysés à l'héparine. Je ne sais pas si elle est faite chez tout le monde. Et la cible est de 0,2 à 0,6 UI par millilitre.
Pour les assistantes respiratoires ou cardiaques, il faut oublier le bolus initial par rapport à la dialyse. Souvent, on nous demande de ne pas faire de bolus initial, c'est ce qui est recommandé. Et après, de viser un anti-DISA un peu plus haut, entre 0,4 et 0,7 unités par millilitre. Dans les circuits véno-artériels, il est même recommandé de faire un bolus d'héparine que j'ai découvert au moment de la préparation de cette présentation. Ensuite, on a d'autres anticoagulants à monitorer parfois en réa. Et les IVSE, c'est notamment le danaparoïde sodique en cas de TIH, de suspicion de TIH, d'antécédent de TIH chez le patient qui n'a pas d'insuffisance rénale. Donc vous le savez, le danaparoïde sodique, ça se lie au facteur 10A. Il y a une solution préventive qui existe. Donc chez les patients par exemple qui présentent un AVC et avec un antécédent de TIH qu'il faut relayer en préventif, on a cette solution-là à 758 x 2 par jour. Sinon, en curatif, c'est un schéma qui est classique, 400 unités pendant 4 heures, 400 unités heure pendant 4 heures, puis 300 pendant 4 heures, puis on reste entre 150 et 200 avec un monitorage spécifique. Le monitorage spécifique, c'est celui de l'anti-DISA spécifique du danaparoïde sodique. Et la cible, elle est plus haute que dans les autres schémas, mais souvent les laboratoires la rappellent dans nos bilans de coagulation classiques quotidiens. Elle est entre 0,5 et 0,8 unités par millilitre en curatif. Attention, le danaparoïde sodique n'est pas antagonisé par la protamine. Quand on a une difficulté de coagulation et un saignement majeur qui arrive sous danaparoïde, on est proche des cas sous anticoagulants oraux directs, c'est-à-dire qu'il faut des réversions par des complexes prothrombiniques très concentrés, 58 par millilitre, de l'acide tranexamique. Donc on est dans un schéma où on n'a pas d'antidote disponible aussi pour réverser le danaparoïde sodique. L'argatroban, pour en dire un mot, parce qu'en réanimation, on a des TIH, mais on a des insuffisants rénaux. Et l'argatroban, c'est une alternative en cas d'insuffisance rénale sévère, mais aussi c'est une alternative chez un patient qui nécessite une dialyse avec une anticoagulation générale. Donc on a de l'HNF, mais notre patient il a une TIH. On passe à de l'argatroban pour l'épuration extra-rénale. C'est un anti-2A. La dose d'initiation, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est 2 microgrammes kilo-minute, sauf chez l'insuffisant hépatique, puisque l'insuffisant hépatique, il faut réduire les doses, le métabolisme est quasi exclusivement hépatique. Le monitorage, c'est fait par le TCA, et attention, les temps de dosage ne sont pas les mêmes que dans l'héparine, donc on dose le TCA 1 à 3 heures après chaque modification de dose, beaucoup plus fréquemment. La cible de TCA, c'est 1,5 à 3 pour ce médicament. Lui non plus, il n'est pas antagonisé par la protamine. Et par contre, vu qu'il n'est pas clairé en épuration extra-rénale, c'est la molécule de choix chez nos patients dialysés avec une anticoagulation générale qui ont une TIH. Ça fait quand même quelques conditions, mais en tout cas, chez ces patients-là, c'est ce qu'il faudrait qu'on utilise. Ensuite, il y a d'autres médicaments anticoagulants qui sont utilisés en réanimation, un peu moins fréquemment. Les HBPM, je parle que de la solution curative. Les solutions préventives vous ont été évoquées, elles existent en service. Mais vous savez que c'est des anti-DISA, qu'en curatif, on est à 200 UI par kilo par jour en 2 injections, soit 100 UI kilo jour le matin et 100 UI kilo jour le soir. Que le premier contrôle, souvent on le fait trop tôt. Le premier contrôle après une héparinothérapie curative par HBPM, c'est recommandé à H48. Et qu'ensuite, il faut faire des taux résiduels avant les prochaines injections. Les cibles, vous les connaissez, c'est les anti-DISA spécifiques des HBPM, avec des différences de dosage, puisque si on est en 2 fois par jour, on est entre 0,3 et 0,7 en taux résiduel. Par contre, si on est à 1 fois par jour, on est entre 0,6 et 1. Les AVK en réanimation, vous le savez, on les utilise, mais on essaye de s'en passer aussi. Donc vous savez qu'ils lient les facteurs 2, 7, 9, 10, la protéine C, la protéine S. Leur posologie est bien sûr dépendante de la molécule, de l'indication. Le monitorage, on le connaît tous, c'est par l'INR. Et la cible, elle varie. On a vu différents exemples au cours des présentations différentes. Mais globalement, entre 2 et 3, on a une surveillance à peu près curative. Pour les anticoagulants oraux directs, donc on a des anti-2A comme le dabigatran et l'hexaban anti-DISA que vous commencez tous à bien connaître. Maintenant, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec les anticoagulants oraux directs. La posologie aussi est dépendante de la molécule et de l'indication. En pratique, même en réanimation, il n'y a pas de dosage routinier recommandé. Par contre, avant une chirurgie urgente ou en cas de saignement, il faut demander le dosage spécifique. Pour le dabigatran, on peut faire le temps de thrombine diluée ou le temps d'écarine dans les laboratoires qui ne permettent pas le dosage spécifique.
Par contre, pour les anti-DISA, on est obligé d'avoir le dosage anti-DISA spécifique puisqu'on ne pourra pas se fier aux autres explorations de la coagulation. Quelques chiffres clés, mais qui ont déjà été évoqués par les présentations précédentes. Avant une chirurgie urgente ou en cas de saignement, si on a une concentration d'anticoagulants orodirect, d'ailleurs, quel qu'il soit, inférieure à 50 nanogrammes par millilitre, on peut considérer, selon la SFAR, qu'il n'y a pas de participation des AOD au saignement. Et si on est inférieur à 30, n'importe quoi peut être réalisé sans qu'on arrête rien, sans qu'on réverse rien. Attention, l'hémodialyse n'a d'intérêt que dans le dabigatran si on cherchait à réverser. Ce qui est proposé par le groupe d'intérêt en hémostase périopératoire, qui avait déjà été cité par Thibaut Pranal ce matin, même pour les réanimateurs médicaux, je vous invite à lire leurs travaux parce qu'ils ne s'intéressent pas que au périopératoire finalement, ils s'intéressent à tout l'environnement aigu et c'est hyper pratique. Globalement, le dosage spécifique de l'AOD, si on a moins de 30 nanogrammes par millilitre, il nous propose de faire une prise en charge normale, sans traitement spécifique. Si on a un patient qui saigne et qui est entre 30 et 400, là, cette fois-ci, il faudra envisager une réversion par des complexes prothrombiniques, 25 à 50 UI par kilo, ou par du facteur activé, le FEBA, entre 30 et 50 UI par kilo. Généralement, je ne sais pas qui d'entre vous fait les doses minimales, mais habituellement, tout le monde va vers les 50 UI par kilo au moment de la réversion d'un saignement. Si on est au-delà de 400 nanogrammes par millilitre, c'est considéré comme des doses toxiques. Là, si on est sous dabigatran, il faut envisager la dialyse. Et si on est sous Xaban, il faut envisager la réversion. Ok, je suis très en retard. Pour le management de la coagulopathie en cas de saignement majeur, je vous rappelle qu'il y a des recommandations de 2019. Et j'ai passé le préhospitalier, mais en hospitalier, il y a le contrôle initial de la coagulopathie, c'est ce qu'on fait tous. Avant même de savoir ce qui se passe chez notre patient, on propose l'acide tranexamique à 1 g sur 10 minutes, puis éventuellement 1 g par 8 heures. Dans la ressuscitation initiale, on fait des PFC et des CGR en ratio 1:2 recommandé dans cette recommandation-là. Et on envisage la transfusion de fibrinogène. Puis ensuite, on fait selon le monitorage. Quand on dirige par nos dosages de coagulation, pour les PFC, on indique les PFC si le TP est inférieur à 50%, le fibrinogène pour un objectif supérieur à 1,5, les complexes prothrombiniques si on découvre des déficits isolés ou alors qu'on sait le patient déjà déficitaire par ses antécédents. Les plaquettes, on a un objectif supérieur à 50 giga par litre ou 100 giga par litre si le saignement est persistant ou dans la neurochirurgie. Il faut monitorer le calcium et le facteur 7 activé arrive vraiment en bout de course de tout ça, puisque si on a un saignement persistant malgré l'ensemble du contrôle dirigé de la coagulation, on pourra envisager le NovoSeven comme une solution de sauvetage, en pratique peu utilisée ou en tout cas peu rentable. La réversion par contre des antioagrégants ou des anticoagulants, elle est aussi recommandée dans cette recommandation européenne. Quand on a des AVK, il faut faire des complexes prothrombiniques à 58 par kilo en cas de choc hémorragique, en association avec de la vitamine K. Et eux, ils se mouillent vraiment dans la discussion. Pour eux, moins de 5 mg en IV, cette fois-ci, on parle de choc hémorragique, c'est trop faible. Par contre, plus de 5 mg, c'est trop fort. Et on sait que dans les pratiques courantes, on fait 10 mg. Pourtant, il y a un risque prothrombotique qui est vraiment augmenté à la suite, dans la phase secondaire de la réanimation, si on utilise chez ces patients, en effet, de la vitamine K à 10 mg. Pour les anti-DISA, pareil, attention, on a tous l'habitude de faire les complexes prothrombiniques à 58 par kilo. Par contre, dans les évaluations de ces complexes-là, leur efficacité, elle est évaluée qu'en association avec l'acide tranexamique. Donc si on oublie l'acide tranexamique, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est probablement mieux que de rien faire, mais c'est probablement moins bien que de le faire avec l'acide tranexamique, y compris dans l'épilepsie, dans les neurotraumatismes. Toute cette discussion-là est clairement finie. Pour les anti-2A, vous savez qu'il existe un antidote spécifique qui est l'idarucizumab à 5 grammes, la posologie, en association avec l'acide tranexamique. Et pour les antiagrégants, si on a de la neurochirurgie ou vraiment une dysfonction plaquettaire prouvée, on peut envisager la desmopressine. En pratique, la coagulation, on la dose tous de la même manière dans nos hôpitaux. L'anticoagulation aussi, je vous ai rappelé les objectifs. Et je voulais qu'on discute de la place du TEG ou du ROTEM dans un hôpital périphérique. Mais à vous de choisir la discussion. Merci à tous. Merci Pierre-Antoine. Du coup, on se tourne vers les autres orateurs du début.
Qu'est-ce que vous en pensez du Rotem en périph ou dans une autre indication que le monitoring en CCV? Merci Pierre-Antoine. Je pense que c'est pas on l'a depuis longue date. Et dans des chirurgies hémorragiques, je vous parle de l'expérience, chirurgie hémorragique comme la dissection aortique à 3h, 4h du matin, je ne vous raconte pas la scène. S'il faut faire une chirurgie avec arrêt circulatoire, une hypothermie profonde à 28 ou plus bas. Donc, de dire que le Rotem, il n'est pas utile, je pense que c'est pas bien. Quoi qu'il arrive, il va nous orienter. Et selon l'expérience, depuis des dizaines d'années qu'on l'a maintenant, ce que moi j'ai constaté, c'est qu'on fait beaucoup, comme tu l'as dit parfaitement bien, on fait beaucoup moins de plasma et beaucoup plus de fibrinogène. Parce que quand le patient il arrive de chez lui et qu'il est dilué, il n'a pas une fibrinogène normale et qu'il est exposé directement au risque hémorragique. Là, son fibrinogène n'est plus qu'à par 2 grammes ou 1,5, il est moins. Et son fibrinogène, il n'y a pas d'hémostase. Donc, le Rotem nous a permis vraiment de mieux guider, et on se guide bien. Mais il n'est pas parfait, personne n'est parfait, le Rotem non plus. Donc, il y a des fois où le malade saigne, et tout est normal sur le Rotem. Alors, où est la faute? C'est le chirurgien, c'est le réanimateur, un débat sans fin. Mais pour conclure, je pense que le Rotem, c'est un dispositif assez important et utile, surtout pour tout ce qui est chirurgie hémorragique sévère. Et je pense que les hôpitaux périphériques, ils voient des patients comme ça. Donc, ce n'est pas une faute d'investir sur un Rotem au TEG. Les réanimations de périphériques qui le font, c'est principalement des réanimations de chirurgie vasculaire lourde ou d'obstétrique lourd. C'est souvent celles qui investissent dans le Rotem. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont du Rotem en hôpital périphérique? Avec l'obstétrique. D'accord. L'hémorragie du postpartum, c'est pas du tout ma spécialité. Moi, il n'y a pas de maternité là où je travaille, mais ça semble logique quand même d'avoir ce dispositif et c'est comme ça que vous utilisez. Alors après, la question du TEG Rotem aussi se posait sur où doit être le dispositif. Mais maintenant, avec quand même l'informatisation, on est capable d'avoir un écran déporté. Donc on peut aussi imaginer finalement que les laboratoires se réapproprient le Rotem et qu'ils nous mettent un écran ou le contraire. Ou d'avoir un Rotem quelque part et plein d'écrans déportés. Voilà, d'avoir une seule machine par hôpital, ça paraît réalisable en termes financiers quand même. Des écrans Alors déportés. nous, si je compare à Moulins, mais peut-être c'est un cas isolé, hein, mais nous, on n'a pas déjà de biochimie délocalisée au sein de la réanimation. Donc envisager même au sein du bloc opératoire de l'anticoagulation ou de la mesure de coagulation délocalisée, ça me semble être un parcours. Et pourtant, les gazos, ça marche très bien. Je veux dire, c'est pas grave si vous les avez pas dans le service. Ça serait mieux. Ah oui. Mais c'est gérable. Donc je pense qu'un Rotem avec un écran déporté, c'est gérable aussi. Allez, dernière question et après on arrête. Sinon on va se faire mettre dehors. C'est pas une question, c'est une information. Nous, je travaille à Trévenant, donc à l'HNFC. On a le Rotem qui est au bloc opératoire avec des écrans déportés en réanimation et aux urgences. Et c'est un outil qui nous est très bénéfique pour la gestion des chocs hémorragiques, que ce soit l'hémorragie digestive sévère qu'on n'arrive pas à contrôler, que ce soit les polytraumatisés, et surtout en bloc opératoire pour l'hémorragie du postpartum. Donc effectivement, il a sa place et puis il nous a fait épargner beaucoup de PFC et de transfusions abusives. Très bien, c'était l'objet de la discussion. Bon, merci à tous. Merci à tous. Merci.